Soyez les bienvenus dans la leçon algorithme de division. Ce qu'on va traiter, c'est d'abord de donner une définition de l'algorithme de division. Le deuxième point, ça serait de présenter un lemme 1. Troisième point, c'est la relation de l'algorithme de division ou la notion de divisibilité par rapport à l'équation d'Enfantin. Et le dernier point, ce serait un petit peu le quatrième point, c'est de donner une épreuve du lemme 1. Ensuite, on va parler qu'à l'issue de l'algorithme de division, va donner naissance à un algorithme dit algorithme d'Euclide qui va permettre à travers la donnée de deux entiers A et B de calculer le plus grand diviseur commun. Ensuite, on va présenter en fait cet algorithme avec une illustration numérique, c'est-à-dire on donne un exemple sur lequel on va appliquer l'algorithme d'Euclide qui permet de donner le plus grand diviseur commun. Et le dernier point, ce serait de donner une épreuve, une démonstration de l'algorithme de division de départ. Voilà, donc on va parler de l'algorithme de division. L'algorithme de division consiste à faire quoi? À prendre deux éléments A et B. Ce sont deux entiers avec B séparés strictement à 0. Alors, il existe un et un seul couple d'entiers Q1 R1, tel que A n'est rien d'autre que B fois Q1 plus R1, où R1 c'est entre 0, inférieur ou égal à 0, et inférieur strictement à B. Donc, à travers la donnée de deux entiers avec B séparé strictement 0, je peux assurer l'existence et l'unicité d'un couple d'entiers Q1 et R1, tel que on a l'égalité entre A égale à BQ1 plus R1, et que R1 n'est rien d'autre que c'est un entier qui est compris largement par rapport au 0, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0, et inférieur strictement à B. C'est ça l'algorithme de division. Donc, on va donner d'abord les notations. Lorsqu'on dit que A, la division de A par B, donnera naissance à Q1 qui est appelé quotient, et R1 qui est appelé le reste de la division de A par B. Donc, quand on divise A par B, il y a un reste R1 et il y a le quotient Q1. OK? Donc, si R1 égale à 0, alors B divise A. Pourquoi? Parce que A n'est rien d'autre que BQ1 plus R1, et comme R1 égale à 0, donc A égale à BQ1, et Q1 est un entier, ce qui se traduit par le fait que B divise A. Et lorsque B divise A, le plus grand diviseur commun de A et B, c'est B. Pourquoi? Parce que B divise A, et le plus grand diviseur commun de A et B, c'est B lui-même, parce que B divise B, et B divise A, et B c'est le plus grand diviseur de lui-même. Donc le plus grand diviseur commun de A et B est B. Et dans le cas où R1 est différent de 0, c'est-à-dire que le reste de la division de A par B est non nul, alors ce qu'on peut démontrer et ce qu'on va utiliser plus tard lorsqu'on va démontrer cette égalité, que lorsque le reste est non nul, alors le plus grand diviseur commun de A et B n'est rien d'autre que le plus grand diviseur commun de B et R. C'est-à-dire chercher le plus grand diviseur de A et B, il suffit de chercher celui de le plus grand diviseur commun de B avec le reste R1. OK? Donc, sans tarder, on va donner le premier lemme 1. Le lemme 1 consiste à dire que si je prends A, BQ et R des entiers, tels que A égale à BQ plus R, ça revient à dire quoi? On a effectué la division de A par B et nous donnera un quotient Q et un reste R. Alors, le plus grand diviseur commun de A et B n'est rien d'autre que celui du plus grand diviseur commun de B et R. OK? Donc, on va démontrer ce résultat-là par deux inégalités. On va noter par D1, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. Et on va noter par D2, c'est le plus grand diviseur commun de B et R. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on veut montrer que D1 est égal à D2, et il suffit de montrer que D1 est plus petit ou égal à D2, et que D2 est plus petit que D1, est plus petit ou égal à D1, pour conclure.
Donc, on va essayer de montrer que D1 est plus petit que D2. Donc, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a? On a D2 qui divise B. D2 divise B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser, rappelez-vous que une propriété de divisibilité, quand A divise B, alors A divise n'importe quel M fois B. C'est ce qu'on va utiliser. D2, puisqu'on l'a noté comme étant un diviseur de B, alors D2 divise également B fois Q. Comment calculons ça? C'est-à-dire D2 divise B va donner naissance à un certain M tel que B égale à M fois D2. Je multiplie de part et d'autre cette égalité par Q. J'aurai D2 fois M fois Q égale à BQ. Donc, il s'agit bien que D2 divise BQ parce que BQ égale à un lentille M fois D2. Donc, on voit très bien que D2 divise la valeur BQ. Or, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que D2, c'est un diviseur également de R. C'est-à-dire que D2 divise R. D2, par conséquence de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire D2 divise B, divise également B fois Q. D2 divise BQ et D2 divise R. Alors, D2 divise la somme de ces deux entiers. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a D2 divise BQ plus R. Donc, D2 est un diviseur de A, puisque A n'est rien d'autre que BQ plus R. Qu'est-ce qu'on a démontré? En partant d'un diviseur commun de B et R1, on a montré que D2 est un diviseur de A. Or, D1, c'est le plus grand diviseur de A et B. C'est le plus grand diviseur de A et B. Et D2, c'est un diviseur de A. Donc, D2 est plus petit que le plus grand diviseur commun de A. OK? Puisque D1, c'est le plus grand diviseur de A et B. Et D2, c'est aussi un diviseur de A. Donc, D2 est plus petit que D1. Donc, on vient de démontrer, en partant de D2 qui est diviseur de B1 R1, on a montré qu'il est inférieur ou égal à D1, où D1 n'est rien d'autre que le diviseur de A et B. Le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, par un raisonnement similaire, c'est-à-dire en faisant la même démonstration, en partant de D1, et en partant de la définition de D1 comme étant le plus grand diviseur commun entre A et B, on va trouver que D1 divise également B et R. Et comme ça, D1 divise BR, donc il est plus petit que le plus grand diviseur commun de B et R1. Donc par un raisonnement similaire, nous obtenons que D1 est plus petit ou égal à D2. Ce qui termine la démonstration. Donc ce qu'on a démontré jusque-là, on a démontré que si A et B, deux entiers donnés, en faisant la division de A par B, on donnera naissance à un Q qui est quotient et R1 reste, c'est-à-dire on va écrire que A égale à BQ plus R, et le plus grand diviseur commun de A et B, on a démontré qu'il n'est rien d'autre que le diviseur commun de B et R. R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. OK? Donc maintenant, on va essayer de voir quels sont le lien de cette notion de division de A par B avec une équation sur laquelle on va donner le nom plus tard. Il s'agit de faire quelques manipulations de l'algorithme de division. Donc, quelles sont ces manipulations qu'on va faire? On regarde d'abord quelle est la première relation entre le fait de diviser A par B. Le fait de diviser A par B donnera naissance à Q1 et à un R1. Q1, c'est le premier quotient. R1, c'est le reste de la division de A par B. Et Q1, c'est le quotient de la division de A par B. Implique que je fais basculer BQ1 de l'autre côté, j'aurai R1 égal à A moins BQ1. R1, le premier reste, c'est A moins BQ1. On a démarré avec l'entier A et B. On se trouve avec R1 sur lequel on cherche que c'est le reste de la division de A par B. On trouve n'est rien d'autre que c'est une combinaison linéaire de A, B, combinaison linéaire de A et B, avec coefficient entière, parce que le premier coefficient multiplié par A, c'est 1, et le coefficient multiplié par B, c'est moins Q1. Et Q1, c'est aussi un entier. Donc, il s'agit là que le reste de la division de A par B n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire des nombres de départ A et B à coefficient entière. Donc, il s'agit là d'une combinaison linéaire
à coefficient entier, c'est-à-dire les coefficients qui sont multipliés par A et sont multipliés par B, ce sont des entiers. OK? Si je fais encore de nouveau, je prends B et je fais la division de B par R1, j'aurai un reste R2, OK, qui est égal à B moins R1 fois Q2. Tout ça, ça vient du fait que j'ai effectué de nouveau, puisque R1 est plus petit que B, je peux effectuer la division de B par R1. Elle donnera naissance à un Q2 qui est le quotient de la division de B par R1 et un reste R2. Et qu'est-ce que je vais faire pour obtenir cette égalité? Je vais remplacer R1 par sa valeur. Donc j'aurai B, R1, rappelez-vous que c'était 1 moins B fois Q1, multiplié par Q2. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord effectuer la distributivité de la somme par rapport à la multiplication. J'aurai B moins A fois Q2, plus moins fois moins BK1, ça fait plus BK1. Donc j'aurai B en facteur de 1 plus Q1, Q2, moins A fois Q2, moins A fois Q2. Et là, on voit très bien de nouveau qu'il s'agit d'une combinaison linéaire de A et B, dont les coefficients sont 1 plus Q1 fois Q2, moins Q2. Et 1 plus Q1 fois Q2, c'est un entier, et moins Q2, c'est aussi un entier. Donc il s'agit là encore d'une combinaison linéaire de coefficients, de coefficients entiers, de combinaison linéaire de A et B avec des coefficients entiers. Donc, dans la seconde relation, on obtient également une combinaison linéaire des nombres A et B avec des coefficients entiers. On continue ce processus jusqu'à l'obtention du dernier reste, c'est-à-dire RK, ou le plus grand diviseur commun de A et B. À chaque fois, rappelez-vous que d'une étape à une autre, nous sommes partis de A et B. Je viens d'effectuer la division euclidienne de A par B, il me donnera Q1 et R1. Je fais, puisque R1 est comprise entre 0 et B, strictement, donc R1 est plus petit que B, j'ai fait la division de B par R1, j'obtiens un Q2 et un R2, et ainsi de suite. Comme R2 est plus petit que R1, je vais faire la division de R1 par rapport à R2. Donc on obtient toujours, dans tous les cas de figure, nous allons obtenir à la fin un RK qui s'agit là du plus grand diviseur commun de A et B, et s'écrira lui-même comme une combinaison linéaire de A et B à coefficients entiers x0 et y0. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que notre plus grand diviseur commun n'est rien d'autre que lui-même une combinaison linéaire de A et B à coefficients entiers. Et c'est là où je vais introduire l'équation dite équation Diophantine qu'on va étudier. Est-ce qu'il a des solutions ou est-ce qu'il n'a pas de solution? Dans quel cas on aura une solution et une solution unique. Donc l'équation de la forme AX plus BY égale à C d'inconnu X et Y, puisque A et B et C ce sont des données de mon équation, et X et Y ce sont les inconnus que je cherche à travers cette égalité. Donc, où A, B, C sont donnés et qu'on est sous le nom d'équation Diophantine. Donc, lorsqu'on trouve une équation de ce type où les inconnus, c'est X, Y et A, B, C, ce sont des données de mon équation, sont connues à l'avance, et dite équation Diophantine. Je vais voir quand est-ce que cette équation admet une solution X et Y, et dans quel cas il n'a pas de solution. Donc, c'est pour cela que je vais parler d'équation Diophantine d'une manière générale. Donc, il a une infinité de solutions. Dans quel cas il admet une infinité de solutions, à savoir pour un réel R, Y, réel arbitraire donné, et lorsque A est différent de 0, il suffit de prendre X égale à C moins BY divisé par A. Je m'explique. Je prends un Y quelconque arbitraire. Je fais l'hypothèse que A est différent de 0. Je suis parti de AX plus BY égale à C. Donc j'ai le droit de faire passer BY de l'autre côté et je divise par A. Donc pour R arbitraire, j'ai une solution qui s'écrit C moins BY divisé par A. Combien de façons possibles je peux choisir le Y?
j'ai dit y est un réel arbitraire. Il décrit R est infini. Donc pour chaque y, j'ai une solution x. J'ai une infinité de y, donc j'ai une infinité de x. Donc j'ai une infinité de solutions de mon équation ax plus by égale à c. Donc il a une infinité de solutions dans ce cas de figure. Si je choisis y arbitraire et a et b, c des données de mon problème, je peux trouver le x qui correspond. Parce que là, je ne peux pas résoudre cette équation comme ça en fait, parce que j'ai a, b, c qui est connu. C'est une équation à deux inconnus. Je fixe l'un que j'ai choisi arbitraire et je peux trouver l'autre comme étant une infinité de possibilités de YG. Donc j'ai une infinité de solutions X ou Y, solution de mon équation AX plus BY égale à C. Donc il a une infinité de solutions, cette équation de Diophantine, mais il existe des équations Diophantine qui n'ont pas de solution entière. C'est-à-dire il s'agit de trouver par la donnée de A, B, C, AX plus BY égale à C, trouvons X et Y, cette fois-ci des entiers. Il n'a pas de solution entière. Il y a des équations Diophantine qui n'ont pas de solution entière. À titre d'exemple, je peux prendre l'exemple de l'équation ci-dessous. 2x plus 4y égale à 5. Pourquoi cette équation n'a pas de solution x, y appartenant à n, c'est-à-dire des entiers? Pourquoi? Pour la simple raison que 2x plus 4y, on voit très bien que le membre de gauche n'est rien d'autre qu'un nombre pair, alors que le membre de droite, il s'agit d'un nombre impair. Et je ne peux pas trouver un nombre qui est à la fois impair et pair. Donc, il n'a pas de solution. Je ne peux pas résoudre cette équation 2x plus 4y égale à 5 dans n, c'est-à-dire telles que les solutions que je vais chercher se limitent à x, y appartenant à n. Je le redis encore une fois parce que ça c'est impair égal à un nombre impair, c'est impossible. Parce que pour les entiers quelconques x, y, on vient de le dire, 2x plus 4y est pair, alors que 5 est impair, ce qui est impossible. OK? En général, quand est-ce que je peux dire que ax plus by égale à ax plus by égale à c admet une solution entière, je vais me mettre dans une condition, je fabrique une condition nécessaire et suffisante pour assurer une solution entière. À savoir, en général, c'est D0. Je prends D0, c'est le plus grand diviseur commun de A et B, qui ne divise pas C, alors l'équation AX plus BY égale à C n'a pas de solution. Hein. Je prends un D0, je note D0 comme étant le plus grand diviseur commun de A et B. Si ce plus grand diviseur commun de A et B ne divise pas C, alors mon équation AX plus BY égale à C n'a pas de solution entière. OK? Donc, je peux dire que dans le cas où j'ai le plus grand diviseur commun de A et B divise C, alors je peux résoudre mon équation AX plus BY égale à C grâce à l'algorithme de division. OK? Comment? En effet, supposons qu'il existe un x0, y0 tel que ax0 plus by0 égale à d0. Si je vais choisir d0 à la place de c, je choisis d0. Comme d0 est le plus grand diviseur commun, il divise lui-même, donc il divise a et b. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Une condition nécessaire, il faut que le plus grand diviseur commun de a et b divise c. D0 divise lui-même. Donc, le plus grand diviseur commun de A et B divise lui-même. Donc, cette équation admet une solution x0, y0. Donc, si je suppose qu'il existe un x0, y0 tel que cette égalité ait un sens, alors, si D0 divise C, il existe un entier Q tel que C égale à D0 fois Q. Et ça, grâce au fait que D0, j'ai supposé par hypothèse que mon D0 divise bien C. Donc, il va exister un entier K tel que C égale à D0 fois Q. OK? Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier de part et d'autre par Q. J'aurai une solution de l'équation cette fois-ci de AX plus BY égale à C. Comment? On obtient l'égalité ci-dessous en multipliant de part et d'autre par l'entité, l'anti-Q. J'aurai AX0 Q plus BY0 Q égale à D0
D0Q. Or, D0Q n'est rien d'autre que C. Donc, en partant d'une solution x0, y0 de l'équation ax0 plus by0 égale à D0, on obtient une solution de l'équation ax plus by égale à C. Comment? Il suffit de multiplier par Q, Q parce que, comme je viens de le dire, ce qui donnera naissance à un x1 qui est x0 fois Q et un y1 qui est y0 fois Q, donc qui sont solutions de mon équation ax plus by égale à C. Dans quel cadre, dans quelles conditions j'aurai une solution entière de ax plus by égale à C? Il faut retenir que lorsque le plus grand diviseur commun de A et B divise bien le membre de droite qui est C. OK? Maintenant, on va essayer de donner une démonstration aux preuves du lemme 1. Je rappelle que le lemme 1, quand A, en fait, A, je fais la division de A par B, j'aurai A égale à BQ plus R, et le lemme me dit que le plus grand diviseur commun de A et B n'est rien d'autre que le plus grand diviseur commun de B et R. Ce que je vais démontrer. Pour démontrer ça, parce qu'on a dit qu'il existe, et l'existence et l'unicité d'un couple BR tel que A égale à BQ plus R. OK? Donc, il s'agit de montrer qu'il existe un et un seul couple, noté Q et R, tel que A égale à B fois Q plus R. Donc, on va montrer l'existence de tel couple. Donc, si B divise A, alors il existe un entier P différent de 0, tel que A égale à B fois P fois B. Donc, dans ce cas-là, quand B divise A, le reste égale à 0 et Q égale à P. Donc, j'ai bien l'existence de couple QR. Il suffit de prendre Q égale à P et R égale à 0. Donc, dans le cas où P divise A, j'ai l'existence des couples QR. Le premier, c'est P et le second, c'est R égale à 0. Donc, ça, c'est dans le cas où P divise A. Maintenant, c'est le cas C non, ça veut dire que si B ne divise pas A, qu'est-ce que je vais faire pour démontrer l'existence de tel couple QR tel que A égale à BQ plus R? Ben, il suffit de considérer l'ensemble S formé par quoi? Par A moins B fois Z. A moins BZ est supérieur strictement à 0 et Z décrit l'ensemble des entiers. C'est-à-dire, en partant de A à B, je peux construire les éléments de S comme étant A moins B fois Z, tel que A moins B fois Z soit strictement supérieur à 0. Donc, et ça, il a une infinité, au petit Z décrit l'ensemble des entiers Z. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser un ensemble non vide de Z. Rappelez-vous que les ensembles bien ordonnés, c'est-à-dire que si je prends un sous-ensemble non vide de N, rappelez-vous qu'il a toujours un plus petit élément, c'est les non vides. Et il se généralise pour les sous-ensembles de Z. Donc S est non vide parce que A, supérieur strictement à 0, est un élément de S. Donc j'ai S qui est non vide. J'applique le fait que si j'ai un ensemble, sous-ensemble S non vide, alors il a un plus petit élément. Donc il se traduit par l'existence d'un plus petit élément pour S. Donc SA pour un plus petit élément que je vais noter par R. Il s'agit d'un plus petit élément, mais un plus petit élément de S. Et rappelez-vous que les éléments de S s'écrivent comme étant A moins B fois Z. Donc, il y aura l'existence d'un Q tel que R égale à A moins Q fois B. OK? Et qu'est-ce que je vois? Je vois que A n'est rien d'autre que R plus Q fois B. Donc, j'ai donné naissance à l'existence d'un couple QR tel que A est égal à R plus Q fois B. Ce qu'il me reste à démontrer, parce que dans le lemme 1 me dit qu'il existe un couple BQ et R tel que A égale à BQ plus R. Mais R, il est comprise entre 0, donc il est inférieur est supérieur ou égal à 0, et inférieur strictement à B. Donc ce qui me reste à montrer, que R est plus petit que B. Si R égale à B, alors A moins Q, QB égale à B, je remplace R par sa valeur. Rappelez-vous qu'on vient de trouver que R égale à A moins Q fois B.
Donc j'aurai l'égalité A moins Q, B égale à B, ce qui implique quoi? Que B divise A. Pourquoi? Parce que je fais passer ça de l'autre côté, j'aurai A égale à B en facteur de 1 plus Q. Donc il existe un entier H tel que A égale à H fois B. H n'est rien d'autre que 1 plus Q, donc B divise A. Ce qui est une contradiction parce que nous sommes mis dans l'hypothèse où B ne divise pas A. Donc j'aurai une contradiction. R ne peut pas être égal à B et R est plus petit que B. Donc il est inférieur strictement à B. S'il est supérieur strictement à B, la division A par B, l'égalité A égale à BQ plus R n'est pas correcte. Donc on a une contradiction avec le fait qu'on a supposé par hypothèse que B ne divise pas A. Alors que là, on vient de montrer si R égale à B, on aura B divise A, ce qui est une contradiction avec l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que si R est inférieur strictement à B, ou si R égale à B, j'ai une contradiction avec l'hypothèse. Maintenant, je me mets dans le cas où R est supérieur strictement à B. Si R est supérieur strictement à B, alors il existe un entier C, tel que R, je peux l'écrire comme étant un B plus C, où C il est comprise entre 0 et R. Or, R, rappelez-vous que c'est A moins BQ. Je remplace R par sa valeur, puisque je viens de dire que c'est la somme entre B et un certain C. Donc, j'aurai R égale à B plus C, ce qui donne que C n'est rien d'autre que A moins Q plus 1 fois B supérieur strictement à 0. Le C, il est supérieur strictement à 0. Donc, ça, c'est une chose. On vient de montrer que dans ce cas-là, c'est impossible. Parce que, pourquoi? C'est impossible parce que le fait que j'ai dit que R est le plus petit élément de mon ensemble S. Et je viens de construire un élément qui est plus petit que lui et qui réalise le fait que c'est un élément de S et le plus petit. Donc, une contradiction avec le fait que R, que j'ai choisi au départ, c'était quelque chose qui réalise le plus petit élément de mon ensemble S formé par les éléments A moins BZ, supérieur strictement à 0, quand Z décret grand Z. Avec le fait que R est le plus petit élément, donc j'aurai une contradiction. Donc R ne peut pas être supérieur strictement à B, ne peut pas être égal à B. Donc le seul cas qui reste, c'est que R est inférieur strictement à B. Donc on vient de démontrer quoi? On vient de démontrer qu'on a l'existence pour chaque AB donné avec B différent de 0, avec A différent de 0, j'ai l'existence de A égale à B fois Q plus R, j'ai l'existence de Q et R, tel que R est supérieur ou égal à 0, il est inférieur strictement à B. Maintenant, il nous reste à montrer l'unicité, parce que le lemme me dit qu'il existe un et un seul couple. Je viens de démontrer que j'ai l'existence d'un couple. Maintenant, je dois montrer qu'on a aussi l'unicité de tel couple qui réalise A égale à B fois Q plus R, et que R est inférieur ou égal, et supérieur ou égal à 0, est inférieur strictement à B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'on a deux couples qui réalisent la même propriété. Supposons qu'il existe Q1 R1 et Q2 R2, tel que A égale à B fois Q1 plus R1. Donc je remplace le fait que A aussi est égal à BQ2 plus R2, et du fait que R1 et R2 supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à B. C'est ça le lemme, il me dit qu'il existe un couple qui réalise ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, entre cette quantité-là qui est égale à ça, je vais passer BQ2 de l'autre côté et je vais soustraire de part et d'autre R1. J'aurai BQ1 moins Q2 est égal à R1 moins R2. OK? R1 moins R2. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai à démontrer que en faisant cette égalité, je viens d'obtenir que B divise aussi R1 moins R2. OK? Qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé qu'il existe R1 et Q2 R2, c'est que A égale à BQ plus R1 et A égale à BQ2 plus R2. Et on fait l'égalité entre ces deux quantités-là. Je passe BQ2 de l'autre côté et R1 de l'autre côté. J'aurai B qui divise R1 moins R2. Mais la valeur absolue de R1 moins R2 est inférieure à B. Rappelez-vous que R1 est inférieur strictement à B et R2 est inférieur strictement à B. Et lorsque j'ai un A qui est inférieur à B et C qui est inférieur à B,
la valeur absolue de A moins C reste toujours quelque chose qui est inférieur strictement à B. Donc, on a bien R1. Je ne peux pas trouver un élément qui divise R1 moins R2 et qui est inférieur à B. Parce que B divise un nombre, ça veut dire quoi? Que B est plus petit que ça. Or que ce n'est pas le cas, parce que j'ai la valeur absolue de R1 moins R2 qui est inférieure à B. Donc, R1 est égal à R2, ce qui conduit à Q1, je remplace R1 par R2. R1, je le remplace par R2. J'aurai Q1 égale à A moins R1 qui divise B, qui est égal à A moins R2 qui divise B2. J'aurai Q1 égale à Q2. En partant de R1 égale à R2, je peux démontrer que Q1 est égal à aussi Q2. Donc, j'ai aussi l'unicité du couple Q1 et R1 issu de la division de A par B, tel que R1 est plus petit, inférieur, supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient de démontrer le lemme 1. Algorithme d'Euclide. Maintenant, en s'appuyant sur le lemme 1, c'est-à-dire l'algorithme de division, on va parler de donner naissance à un algorithme d'Euclide qui permet de calculer le plus grand diviseur commun de A et B. Donc, soit A et B des entiers positifs, avec B différent de 0, divisons A par B. On obtient quoi? A égale à BQ1 plus R1, où R1 est supérieur ou égal à 0 et inférieur strictement à B. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai R1 qui est plus petit que B, donc j'aurai à faire la division de B par R1. Par le lemme 1, j'aurai le plus grand diviseur commun de A et B, c'est BR1. Et je refais, pour calculer le plus grand diviseur commun de BR1, je fais la division de B par R1, puisque R1 est non nul. Alors, divisons B par R1, on obtient quoi? On obtient B égale à R1 fois Q1 plus R2, où R2, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à R1. Là, de nouveau, le plus grand diviseur commun de BR1, ça serait le même que le plus grand diviseur commun de R1 et R2, ce qu'on vient de démontrer dans l'algorithme de division. Encore le lemme 1 me dit que le plus grand diviseur commun de B et R1 n'est rien d'autre que c'est le plus grand diviseur commun de R1 et R2. R2 non nul. Alors, divisons R1 par R2. On obtient un R3 comme reste de la division de R1 par R2 et tel que R1 égale à R2 fois Q2 plus R3. R3, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à R2. Je vais répéter ce processus. À la fin, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un reste nul. Donc, j'aurai à l'étape n, Rn égale à Rn plus 1 fois Qn plus 1. Dans ce cas, le Rn plus 1, c'est le plus grand diviseur commun de A et B. C'est-à-dire que en répétant le lemme 1 à plusieurs reprises, c'est un processus itératif, je peux, en partant de A et B, je peux calculer le plus grand diviseur commun de A et B en répétant à chaque étape la division. En fait, le fait que le plus grand diviseur commun de A et B, c'est celui du plus grand diviseur commun de B et R1, où R1 le reste de la division de A par B. À chaque fois, je fais la même chose. En utilisant le lemme 1, conséquence de ce que je viens de dire, nous obtenons l'algorithme dit l'algorithme d'Euclide, qui permet d'obtenir le plus grand diviseur commun de deux entiers positifs A et B, où B est non nul. Donc, à partir du lemme 1, je peux, c'est-à-dire à partir de l'algorithme de division, je peux définir un algorithme qui permet de me donner le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B, tel que B est non nul. On va illustrer ça sur un exemple numérique. Qu'est-ce qu'on va donner? On va donner deux entiers A et B. Je prends A 1001 et B c'est 65. Et je fais la division de A par B. Il me donne un quotient 15 et un reste 21. Donc j'aurai 1001 égale à 65 fois 15, plus le reste qui est égal à 26. Donc j'aurai R1 égale à 26 et Q1 égale à 15. Je fais 65 que je divise par le reste R1. Donc j'aurai 26 fois 2 plus 13. J'aurai un R2 égal à 13 et un Q2 comme quotient égal à 2. Donc 26 est égal à 13 fois 2, ce qui conduit à un reste qui est nul.
Donc le plus grand diviseur commun de 1001 et 65 n'est rien d'autre que le dernier reste qui est égal à R2 est égal à 13. Donc on voit très bien qu'à travers cet exemple numérique, je peux calculer le plus grand diviseur commun en utilisant à chaque fois plusieurs étapes de division de A par B dans un premier temps, ensuite de B par le reste, ensuite le premier reste par rapport B par rapport à R1, après le R1 par rapport à R2, ainsi de suite, jusqu'à obtenir un reste qui est nul. Et le plus grand diviseur commun n'est rien d'autre que le dernier reste non nul. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de parler d'un petit peu d'un résultat de ce qu'on vient de voir comme étant un algorithme d'Euclide qui permet de décomposer, en fait, de chercher le plus grand diviseur commun de deux entiers A et B. Il s'agit là de faire un petit peu la représentation, d'écrire un nombre sous une base donnée. C'est-à-dire, je prends un B, un entier supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire B, je prends qu'il est supérieur ou égal à 2. Le plus souvent, je vais écrire un nombre n quelconque dans une base B donnée. B, il est choisi supérieur ou égal à 2. Le plus souvent, quand on utilise la représentation binaire, c'est lorsque B égale à 2. Décimal, c'est lorsque B égale à 10, 12, ou bien on utilise jusqu'à 16, B égale à 16. Les entiers 0, 1, 2 jusqu'au B-1 sont qualifiés de chiffres. C'est-à-dire un entier, je prends un entier n quelconque, je peux l'écrire sous forme de base de B, pour B supérieur ou égal à 2. Tout ce qui est entre 0 et B-1 sont qualifiés de chiffres. Et en dehors de là, en fait, on va faire des divisions à chaque fois de mon nombre par B pour que j'obtienne les coefficients correspondants. Je vais faire d'abord une preuve de l'algorithme de division qui consiste à faire quoi? Que si je prends un entier x de n, cet entier x se décompose de façon unique sous la forme de cette sommation C0 plus C1 fois B plus C2 fois B au carré plus ainsi de suite CK, B à la puissance K, etc. B, c'est la base qu'on se donne au départ. Rappelez-vous qu'il peut prendre la valeur 2, 10, 12 ou 16. Les CK sont tous nuls, sauf peut-être pour un nombre fini. OK? Donc, ce que j'invite tout le monde à se connecter sur le site web de NetTuno en cliquant sur MedNetU pour télécharger des compléments de cours ou bien des exercices sur l'algorithme de division. Et merci.